lance les réseaux dans 3, 2, 1. Sorti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de révision du code de la route. Je suis avec Alexandra, notre monitrice de école. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui au programme 30 questions sur le thème donc de chiffres et calculs à connaître par cœur pour l'examen du code de la route. Donc on vous a indiqué la liste, non c'est de ce côté-là, de nos réseaux sociaux. Donc vous avez donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Donc 30 questions, souvent des vrais faux ou des ABCD. Donc n'hésitez pas à commenter vos réponses, on essayera de voir les plus rapides d'entre vous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, soit sur Facebook et sur YouTube. Alexandra et moi-même la lirons et on essaiera d'y répondre. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à prendre des notes. Aujourd'hui, c'est vraiment des chiffres et des calculs clés. On a beaucoup de questions là-dessus qui reviennent. Donc vraiment, n'hésitez pas à noter. On fera toujours des petits rappels à la fin de chaque question. C'est vraiment très important de prendre des notes là-dessus pour bien les retenir. Ok, est-ce qu'on est prêt ? On est prêt. C'est bon ? Alors on va pouvoir y aller. commencer avec la première question. Alors, le permis B suffit pour tracter une remorque de 250 kg, oui, réponse A, non, réponse B. De 750 kg, oui, réponse C, ou non, réponse D. D'accord, je m'entends pas assez. Est-ce que Tony peut augmenter un petit peu le volume ? C'est compliqué, oui, il peut. C'est bon. Normalement, vous nous entendez un peu mieux. Alors, les premières réponses tombent. Donc, Valentin nous dit réponse A et D. Donc, Nadia, A et C. Alors, énormément de réponses A et D et A et C. Donc, pour la première question, pour 250 kg, effectivement, c'est la A. Le permis B, c'est-à-dire le permis traditionnel, il suffit pour tracter une remorque de 250 kg. Pour la deuxième partie de question, la C est également la bonne réponse. 750 kg, on peut la tracter avec un permis B. Donc voilà, là, vous voyez, on a des petits rappels qui s'affichent. Donc n'hésitez pas à les lire, n'hésitez pas également à les noter. Donc je vais les lire aussi avec vous. Donc le permis B est un ensemble, permet de conduire un ensemble de véhicules inférieur à 425 kg de PTAC. Si vous avez un PTAC compris entre 3,5 tonnes et 4 tonnes 250, là vous devez passer une formation supplémentaire qui s'appelle la formation B96. Voilà. Bien, on va pouvoir passer à la deuxième question. Et Grâce qui nous dit, moi je screen, en effet, vous pouvez directement faire des captures d'écran comme ça, et après pour compléter vos notes. Mais sachez aussi que dès la fin de ce live, YouTube et Facebook nous permettent de rediffuser directement en replay ce live. Donc vous pouvez revenir sur les points où vous êtes trompés pour réécouter les conseils d'Alexandra. Ok, allez, on passe à la deuxième. Lors d'un accident mortel, le pourcentage des personnes ne portant pas la ceinture parmi les tués est d'environ réponse A 5%, réponse B 10%, réponse C 20% ou réponse D 40%. Alors, les premières réponses tombent. Si vous avez des questions sur le code de la route, n'hésitez pas non plus. Donc là, vous nous dites pour la plupart, soit la réponse C, soit la réponse D. Alors, lors d'un accident mortel, le pourcentage de personnes ne portant pas la ceinture de sécurité est de 20%. Alors, on va Ouais. Tony en technique, tu peux nous afficher la réponse. Ouais. Super, merci. Voilà. Donc c'est la réponse C, effectivement, 20%. Donc voilà, c'est quand même énorme. Sachez qu'à 50 km/h, le risque d'accident et le risque surtout d'être tué en cas de choc est très élevé. Donc c'est pour ça que souvent, lorsqu'il y a des écoles ou des piétons dans des zones de rencontre, etc., les vitesses sont limitées à 20 km/h ou bien à 30 km/h. Voilà. Ok. Parfait. On va pouvoir passer à la troisième question.
Alors, j'ai commis un excès de vitesse de 10 km/h sur cette route en agglomération. Pour récupérer le point perdu sur mon permis de conduire, je dois attendre réponse A 6 mois, réponse B 12 mois, réponse C 18 mois ou bien réponse D 24 mois. Exactement. Alors on a un petit bruit de fond en effet, ça vient d'un des micros. Sans fil, on essaye, Tommy essaye de régler tout ça. Vous nous dites si ça va mieux ou pas, parce que nous on n'a pas le retour de son. On n'a aucun retour. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette question 3 comme réponse? Eh ben, quasiment que des A. Ouais, effectivement. Hein. Ouais. Alors, si vous perdez un point, et je dis bien un seul point, vous allez mettre 6 mois pour le récupérer. Attention, si vous avez une infraction où vous perdez plus de 1 point, 2 points ou 3 points, là, ça sera 2 ans ou 3 ans pour le récupérer. Hein. Donc, c'est vraiment que pour un point que là, vous allez attendre 6 mois pour le récupérer. Très bien. Ok. Alors, vous allez voir sur Facebook si vous avez des questions. Alors, Cyril nous dit, moi j'ai eu mon permis il y a 2 semaines, mais réviser le code ne fait pas de mal. Bon, bah, ça fait plaisir. Oui. Alors, vous nous dites que le son va mieux, donc je transmets le message à Tommy en technique, c'est mieux. Avant de continuer sur la quatrième question, on voit encore des petits rappels qui s'affichent sur l'écran. Donc là, les excès de vitesse, ce serait bien de les connaître et connaître également les infractions, les sanctions plutôt que vous risquez si vous commettez des excès de vitesse. Je vais vite les résumer. Entre 1 et 19 km/h, si la vitesse est supérieure à 50 km/h, vous risquez donc 68 € d'amende et un point en moins sur le permis de conduire. Ça sera exactement pareil en termes de points en moins, sauf que vous allez passer une amende plus élevée si vous êtes en ville, en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc là, on est à 135 €. Ensuite, de 20 à 29 km/h, là, vous perdez 2 points, l'amende ne change pas. De 30 à 39 km/h, vous perdez 3 points. De 40 à 49 km/h, 4 points. Et enfin, tout ce qui est au-delà de 50 km/h, là, vous perdez 6 points, c'est un délit et l'amende est de 1 500 € avec un risque de suspension de permis de conduire. Alors, Adrien qui nous dit, il n'y a plus de bruit de fond, merci le technicien. Super. Donc merci à Tommy. Merci. Tu vois, Tommy, t'es connu, les gens te remercient. Pas de souci, on peut passer à la quatrième question du coup. Allez, c'est parti. Alors, il pleut, ma distance de freinage va être multipliée par donc 2 réponse A, 4 réponse B ou 6 réponse C. Alors, moi je l'ai aussi, 40 sur 40 le mois passé. Merci aussi à DigiSchool, ça m'a bien aidé. Message Super. d'Adeline sur Facebook. Bravo, Donc, Adeline. n'hésitez pas à télécharger l'application donc Claude de la Route ou d'aller sur le site Claude de la Route de DigiSchool. Vous aurez plein de tests, plein de vidéos, plein de cours, dont notamment écrits par toi. Exactement. Où vous pourrez vous entraîner sur les points dont vous avez des difficultés. Alors, vous êtes nombreux à nous dire soit la réponse A, soit la réponse B. Alors, la bonne réponse ici, c'est la A. C'est par 2. Donc, la distance de freinage lorsqu'il pleut va être multipliée par 2. Effectivement, lorsqu'il pleut, forcément, la chaussée va être plus glissante. Si jamais vous freinez, vous allez avoir une distance de freinage beaucoup plus élevée que sur une route sèche. Ça, c'est normal. Je rappelle que la distance de freinage est égale à la distance d'arrêt moins la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ça, c'est pareil, c'est très important à comprendre. Donc, n'hésitez pas à noter. Voilà, donc à chaque fois, on essaye de vous mettre des petites notions Des clés. petits rappels, ouais. Exactement. Alors, est-ce que c'est les mêmes questions que mon code que je fais en auto-école? Bien sûr. C'est les mêmes, normalement, oui. Tout à fait. Alors, Théofoot, il nous demande lorsqu'il neige également. Alors, lorsqu'il neige, la distance de freinage va être également plus élevée, effectivement. Alors attention, lorsqu'il neige, ça va être différent parce que là, vraiment, les pneus n'auront aucune adhérence avec le sol vu qu'il y a une couche de neige. Donc du coup, oui, ça va augmenter forcément la distance de freinage. Exactement. Et Claudia, tu nous demandes s'il y a une app sur Google Play que l'on peut utiliser sans passer par Google Chrome. Bien entendu, ouais, notre application est disponible soit sur iOS, soit sur Android et elles sont téléchargeables gratuitement directement depuis votre store. On peut passer à la question suivante, la question 5. Allons-y. Alors,
Une succession de freinages et de fortes accélérations peuvent entraîner une surconsommation de donc 10 à 20% pour la réponse A ou 20 à 40% pour la réponse B. Alors, même si c'est pas le même code qu'on fait à l'auto-école, c'est les mêmes questions. Alors, Oui, c'est les mêmes questions. Ouais. exactement. Alors, les premières réponses tombent. Vous nous dites très nombreuses. La réponse B, donc à savoir 20 à 40%. Effectivement, vous avez raison, c'est bien la réponse B. Donc c'est énorme, hein. Vous voyez que là, une succession de virages et de freinages et de fortes accélérations, c'est-à-dire avoir une conduite brusque, va faire que vous allez surconsommer du carburant de 20 à 40%. Donc c'est énorme. Donc vraiment, conducteur, conductrice, essayez d'adopter une conduite souple au maximum, c'est-à-dire anticiper au maximum et éviter des fortes accélérations. Ça fera du bien à la planète, à votre voiture et aussi aux oreilles des autres usagers. Alors, on peut passer à la question numéro 6. Ok. Alors, si ma vitesse est multipliée par 2, la force centrifuge est multipliée par 2. Vrai, réponse A, ou faux, réponse B. Alors, Laïka, tu nous demandes comment on peut savoir ça. Donc, par exemple, toutes ces notions clés à retenir. Donc, toi, tu conseilles vraiment de les apprendre par cœur. Ouais, de les noter. Vraiment, notez-les. Hein. On a vraiment fait des petits cartouches rappels sur la vidéo. N'hésitez pas à prendre des notes. Hein. Vraiment, c'est très important. C'est la seule solution pour les retenir. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment les apprendre. Voilà. Exactement. Mais vous en aurez forcément qui vont tomber aussi à l'examen. Hein. Donc, c'est vraiment important de le faire. Alors, vous êtes plus nombreux, je dirais, à nous répondre la réponse A. Alors, la force centrifuge. Si ma vitesse est multipliée par 2, la force centrifuge va également être multipliée par 2. Il me semble que c'est cette réponse-là. Oui, c'est ça, c'est la B. Ok, c'est ça, j'attendais. Alors, la vitesse va également être multipliée par 2. La force centrifuge, je rappelle, c'est une force qui va vous pousser à l'extérieur d'un virage. Donc, elle s'applique vraiment que dans les virages. Si vous prenez un virage beaucoup trop rapidement, si votre véhicule est lourd aussi, vous allez être propulsé vers l'extérieur du virage. Donc, voilà, si la vitesse est multipliée par 2, la force centrifuge sera beaucoup plus élevée que la vitesse. Donc c'était bien la B. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être répondre à Alexandre sur YouTube qui nous dit désolé, mais c'est quoi la force centrifuge? Voilà, donc la force centrifuge, c'est lorsque vous arrivez dans un virage assez serré, que vous arrivez trop vite, vous allez être propulsé à l'extérieur du virage. C'est une force qui va vraiment vous emmener à l'extérieur du virage et vous faire une sortie de route en quelque sorte. Exactement. Voilà ce qu'est la force centrifuge. On est passé à la question suivante. Ok. Alors, en période probatoire, je dois circuler à 50 km/h réponse A, 60 km/h réponse B ou 70 km/h réponse C. Alors, on nous dit même que l'inverse de la force centrifuge, c'est la force centripède. Oui, bah oui, on voit que vous révisez avec nous sur la partie bike physique-chimie, ça fait plaisir. Alors, je vais voir un peu sur Facebook. Alors, sur Facebook, c'est plutôt mitigé. Il y a quand même plus de C. Et par contre, sur YouTube, beaucoup de C aussi. Alors, est-ce que c'était 70 km/h? C'est effectivement 70 km/h. Alors, retenez bien que lorsque vous êtes en période probatoire, vous avez des vitesses inférieures. Sauf à 70, à 50, à 30, etc. Là, 70, ça reste 70 pour les jeunes conducteurs. C'est vraiment à partir de 90 où là, vous allez passer à 81, 110 à 100 et 130 à 110. Voilà. 70, ça ne bouge pas, ça reste 70. Exactement. Et Soso te demande sur YouTube, c'est quoi une période probatoire? La période probatoire, en fait, c'est une fois que tu as eu ton permis, c'est la période que tu dois attendre avant de pouvoir enlever ton A, en fait, en quelque sorte. Donc, je rappelle, pour les conduites accompagnées, cette période probatoire, elle est de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, vous allez devoir respecter les limitations de vitesse jeune conducteur, avoir un A collé derrière votre voiture et également avoir que 6 points pendant votre permis.
pendant votre période probatoire, du coup, jusqu'à atteindre les 12 points. Et si vous n'êtes pas en conduite accompagnée, là, vous allez devoir attendre 3 ans avant d'avoir vos 12 points. En fait, c'est la période dans laquelle vous devez attendre d'avoir vos 12 points. Vous ne les avez pas d'office. Alors, tu as aussi une question de El Kikenobi qui nous dit: j'avais une question, l'évaluation de distance de sécurité est-elle perturbée lors de la conduite de nuit? Oui, effectivement. C'est dangereux de conduire la nuit parce qu'on n'a aucune notion de vitesse par rapport à la conduite de jour. Donc oui, l'évaluation des distances est beaucoup perturbée la nuit. Parfait, on peut passer à la question numéro 8. Ok. Pendant le temps de réaction, je parcours avant de freiner environ 27 mètres à 90 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. 15 mètres à 50 km/h. Oui, réponse C ou non, réponse D. Alors, samedi dernier, j'ai passé le code avec la Poste et je l'ai eu du premier coup avec 35 sur 40 et pourtant la veille l'appli, je faisais 33 sur 34. Haha, merci DigiSchool. Message de Lyon. Eh bien Super. écoute, on est ravis. Si vous avez vous aussi eu votre code grâce au service de DigiSchool, n'hésitez pas à revenir nous faire un coucou sur le live suivant et à nous le dire, ça nous fait hyper plaisir. Alors, on a une majorité de réponses A et C ou B et C. Vous boudez le D, mais par contre A et C ou B et C. C'est bien de bouder le dé. Alors, ici, pendant le temps de réaction, avant de freiner, on va parcourir. Donc, pour la première partie de question, 27 mètres à 90 km/h, c'est effectivement la bonne réponse. Et pour la deuxième partie de question, c'était aussi la C, 15 mètres à 50 km/h. Alors, comment j'ai fait pour trouver tout ça ? En fait, c'est assez simple. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines. Donc, par exemple, à 90 km/h, on va prendre le 9 de 90 et le multiplier par 3, ce qui nous fait 27. C'est comme ça qu'on calcule le temps parcouru pendant le temps de réaction. On prend la dizaine des kilomètres et on la multiplie par 3. N'hésitez pas à noter, c'est affiché à l'écran. Vraiment, faites-le, ça c'est très important. Vous aurez forcément une question là-dessus pour le code de la route. Donc 90 km/h, on va parcourir 27 mètres avant de pouvoir s'arrêter. Et à 50 km/h, on va parcourir 15 mètres. C'est le même calcul, on fait 5 fois 3 égale 15. Voilà pour ce qui est des distances de réaction. On a une petite question de Oui. Sweetie sur YouTube qui nous dit des conseils pour ceux qui ont raté le code à 1 point. Ah, un point, c'est dur. C'est vraiment Moralement, pas de ouais, chance. c'est dur. C'est vraiment pas de... Voilà, c'est de la chance. C'est pas de chance. J'ai pas vraiment de conseils parce que t'es vraiment pas passé loin, donc continue de réviser. Essaye de regarder là où, la réponse que tu as est fausse du coup par rapport à ça, et à réviser le thème en fait sur lequel tu as eu faux. Je sais pas avec quoi tu l'as passé. Si tu l'as passé avec la Poste, tu as normalement un tableau détaillé avec les fautes que tu as faites sur le tableau. Donc n'hésite pas à reprendre ce tableau et à rebosser les thèmes où tu as fait le plus de fautes. Voilà. C'est mon seul conseil, il ne faut vraiment pas baisser les bras. S'il faut, tu y es presque, tu l'auras la prochaine fois, ça c'est sûr. Alors, vous êtes nombreux à nous demander pourquoi multiplier par 3 donc pour cette distance de freinage. Alors pourquoi par 3 Enfin, le temps parcouru. En fait, ça correspond. En fait, le temps de réaction, c'est 1 seconde. Un conducteur normal va réagir au bout d'1 seconde. Je rappelle que le temps de réaction, c'est le moment où on voit le danger et le moment où on va agir en fait, où notre pied va appuyer sur le frein pour s'arrêter par exemple. Donc il est de 1 seconde. Donc voilà, on va le multiplier par 3, tout simplement. Exactement. Passons ensemble à la question numéro 9. Question 9. À 110 km/h, la distance d'arrêt d'une voiture est d'environ, donc réponse A 30 mètres, réponse B 60 mètres, réponse C 90 mètres ou bien réponse D 120 mètres. Alors, il y a combien de questions en tout? Alors, à l'examen du code, on en a 40, mais nous, ce soir, on en a fait 30. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, on a un peu de tout. De tout. Du B, du D. Beaucoup de B et de D. On va vous laisser le temps de répondre parce que vous êtes nombreux sur ce live. Donc, on vous laisse du temps. Alors, ça y est, c'est parti. Ah, c'est hyper mitigé. Oui, il y a un peu de tout. Complètement.
Ah, c'est hyper mitigé. Il n'y a Un pas, petit y a peu pas de réponse réponse, qui ouais. sort un peu du lot. Alors, on t'écoute pour la bonne réponse. Alors la bonne réponse, c'est la D ici, c'est 120 mètres environ. Alors comment j'ai fait? Pour calculer la distance d'arrêt, vous prenez toujours le chiffre des dizaines des kilomètres, donc ici ça va être 11 pour 110, hein, on garde le 11, et on va le multiplier par lui-même. Voilà le calcul pour la distance d'arrêt. Pareil, n'hésitez pas à noter tout ce qu'il y a d'écrit dans la petite rubrique rappel. Donc 11 fois, 11 fois 11 égale 121 mètres, donc environ 120 mètres pour ce qui est de la réponse. Là, c'est comme ça qu'on calcule la distance d'arrêt. Notez bien que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Ça aussi, il faut bien le retenir, bien que ça soit clair dans votre tête. Exactement. Alors, quand il y a 4 céder le passage dans un petit rond-point. Fin de la question. Ah, fin de la question. Alors, c'est peut-être quand il y a... Ouais. Alors, Nabou, je t'invite à nous reposer ta question. Reformule la question. Ouais, un peu plus complète. Est-ce qu'on peut passer le code en candidat libre avec la Poste à 30 € après l'avoir passé en auto-école et raté? Oui, bien Question sûr. d'Amina. Alors, il faut bien avoir ton numéro NEPH. Donc, demande bien à ton auto-école qu'elle te le donne. Mais oui, tu peux le passer en candidat libre, hein, sans être dépendant de l'auto-école. Mais au final, ça ne change pas beaucoup, sauf si ton auto-école te fait repayer des frais supplémentaires. On a une question intéressante d'Adeline sur YouTube qui nous dit, est-ce qu'à l'examen, on peut ramener une calculatrice? Ah non, Non. ça serait trop bien. Hein. Ouais. Non, il faut vraiment y aller avec ta convocation et ta pièce d'identité et rien d'autre. Après, tu peux essayer, mais à mon avis, tu vas vite te faire reprendre. Alors, on passe à la question numéro 10. On arrive à un tiers de Allez. ce quiz. Alors, dans cette situation, je roule à 130 km/h. La distance de sécurité doit être de réponse A 65 mètres, réponse B 78 mètres ou bien réponse C 90 mètres. Alors, Thomas, tu nous dis, tout dépend des questionnaires, mais je fais entre 3 et 11 fautes. Est-ce que vous Oui. pensez que je peux m'inscrire en candidat libre? Ouais, entre 3 et 11 fautes, c'est quand même, il y a quand même il y a un gros écart. Continue encore un petit peu à t'entraîner quand même. Parce que oui, effectivement, on a le 3 fautes, mais le 11 fautes, faut quand même faire attention. Hein. Essaye de stagner entre 3 et 7 par exemple. Mais 3 et 11, c'est beaucoup trop élevé comme laps en fait. Exactement. Lolita nous demande combien de temps de délai après l'avoir raté. Combien il faut attendre de temps, de délai? Après l'avoir raté? Ouais. Alors je sais qu'avant c'était une semaine, mais il me semble que là maintenant il n'y a plus vraiment de délai. Alors ce ne sera pas le lendemain, ça c'est sûr, mais peut-être attendre 2 ou 3 jours, il me semble qu'on peut le faire, ouais. Alors, énormément de réponses C. Énormément de réponses C. Donc à savoir 90 mètres. Est-ce que c'était la bonne réponse? Alors non, c'est pas la bonne réponse, la C, c'est la B, la bonne réponse. Je vois que vous avez été aussi plus peut-être sur Facebook à répondre la B. Donc on est à 78 mètres. Alors, comment j'ai fait ça? Donc c'est pareil, le calcul est tout affiché ici. Comment calculer du coup une distance de sécurité? La distance de sécurité va être égale à votre temps de réaction que l'on va multiplier par 2. Donc il faut dans un premier temps, pour connaître une distance de sécurité, calculer votre temps de réaction. Notez bien et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ici, le temps de réaction, on l'a vu à la question précédente, on va multiplier le chiffre des dizaines par 3. Donc ici, on prend 13 qu'on va multiplier par 3, ça nous fait 39, donc 39 mètres. Ça, c'est votre temps de réaction. Et ce 39 mètres, on va le multiplier par 2 pour connaître la distance de sécurité. Donc 39 fois 2 égale 78 mètres. Voilà comment j'ai fait pour obtenir cette réponse. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête sur autoroute avec ces calculs, rappelez-vous bien que pour l'autoroute, il faut laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Oui. Ça peut être un petit rappel pour les conducteurs. Est-ce que tu sais combien mesure une bande? Alors une bande, je ne sais pas, mais 2 bandes, on est à 79 mètres. Voilà. Donc, Donc oui, il doit y avoir un petit peu... On va faire la soustraction. Exactement. On va aller sur l'autoroute avec notre mètre. Voilà, ça va être bien. Voilà, c'est ça. Mais bon, vous pouvez avoir une question comme ça au code, donc c'est bien de connaître le calcul. Vraiment notez, hein, je répète encore une fois, mais notez vraiment ça, c'est important. Allez, on passe à la question numéro 11. C'est parti. Alors,
Le chargement à l'arrière de mon véhicule dépasse d'1 mètre. Je suis en infraction. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, Yasmine qui nous dit ça fait 1 mois et demi et je n'ai toujours pas reçu mon numéro NEPH. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire à Yasmine? Alors, attends encore un petit moment parce que des fois c'est assez long. Des fois, ils mettent bien 2 mois avant d'envoyer ce numéro NEPH. Continue à t'entraîner au code. Et si vraiment tu n'as pas de réponse, n'hésite pas à leur écrire un mail ou à passer un coup de fil directement à ta préfecture. C'est le seul moyen. Si tu es un candidat libre, après si tu es avec une auto-école, dans ce cas-là, c'est à ton auto-école de faire la démarche. On nous dit c'est plus le code, c'est des maths. Ouais, c'est Oui, pas faux. c'est devenu un peu des maths hein. Maintenant. Voilà. On avait beaucoup moins de questions là-dessus avant. C'est vrai que le code a été modifié et du coup maintenant on a beaucoup de calculs. Donc c'est pour ça qu'on fait un live spécial calcul ce soir. Oui. Pour vraiment vous débloquer avec tous ces calculs. C'est pas très compliqué une fois qu'on a vraiment compris le truc et une fois qu'on les a appris. Alors, vous nous dites que ce soit sur Facebook et sur YouTube, une majorité de non. Effectivement, c'est non. Donc le chargement à l'arrière de mon véhicule dépasse d'1 mètre. Je ne suis pas en infraction parce que c'est qu'1 mètre. Vous pouvez faire dépasser un chargement derrière votre voiture jusqu'à 3 mètres en fait. Au-delà de 3 mètres, par contre, c'est interdit. Hein. Par contre, attention, si vous circulez la nuit ou lorsqu'il pleut, lorsque la visibilité est réduite, votre chargement donc, qui dépasse d'1 mètre doit être signalé. Donc vous pouvez mettre un petit feu rouge que vous trouvez dans les magasins d'auto, voilà, chez les garagistes aussi. Un petit feu rouge pour vraiment avertir que vous avez un chargement et que les voitures ne doivent pas trop s'approcher de vous. Voilà. Donc c'était bien la B. Tout à fait. Alors, il y aura une rediffusion du live. Je n'ai pas le temps de tout noter. Question du lot. Il est disponible dès la fin de ce live directement en replay. Donc, tu peux le regarder dès la fin de ce live autant de fois que tu veux sur YouTube ou sur Facebook. Alors, j'ai fait la demande NEPH en octobre et toujours rien. Ce n'est plus les préfectures qui gèrent. D'après ce que j'ai compris, mon auto-école n'arrive pas à les joindre. Question de Johan. Ah ouais, en octobre, ça fait vraiment Ouais. long. Ouais, non, mais là, c'est vraiment à ton auto-école de gérer ça. Hein. C'est pas à toi. Donc, si tu es passé par une auto-école, si tu as fait la demande, normalement, c'est vraiment à eux de gérer. Faut vraiment pas qu'elle hésite à faire un courrier, à les relancer sans cesse pour avoir ce numéro. Tu as envie de passer ton code, donc il faut que ça soit fait vite fait. Hein. Voilà. Allez, on passe à la question numéro 12. Ok. Alors, pour alerter les secours, les numéros d'urgence sont donc réponse A, le 15, réponse B, le 17, réponse C, le 112 ou réponse D, le 118 218. Alors, combien de temps est valable le code Nefrit? Le code? Nefrit. Alors, ça doit être NEPH, j'imagine. Ah, il est valable à vie en fait. Hein. À vie, tu oui. l'as à vie ce numéro NEPH. Hein. Et le code, il est valable 5 ans avant de pouvoir passer le permis. Exactement. Alors, combien y a-t-il de questions sur les premiers secours? C'est aléatoire? Alors, je crois pas que ce soit aléatoire. Je pense qu'il y a vraiment des questions bien définies. Par contre, je les ai pas en tête. Tu dois pas en avoir énormément. Hein. Tu dois en avoir 2 ou 3, je pense. Pas bien plus. Oui. Alors, vous êtes nombreux à nous dire soit A et C, soit ABC. Effectivement, ABC. Donc là, les numéros pour alerter les secours sont le 15. Je rappelle que le 15, c'est le SAMU. Le 17, c'est la police. Le 112, donc le 112, c'est un numéro d'urgence valable dans toute l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'avec votre téléphone portable, vous pouvez appeler ce numéro partout en Europe. Et vous avez aussi, il n'était pas dans la question, mais le 18, les pompiers, qui est aussi très important en cas d'accident, en cas d'urgence et en cas d'incendie. Voilà. Mais le 118, 218, non. Le tout, c'est terminé. Allez, question numéro 13. Ok. Alors, un piéton heurté à 50 km/h décède dans réponse A, 5% des cas, réponse B, 20% des cas, réponse C, 35% des cas, ou bien réponse D, 45% des cas.
Alors, vos questions sont aussi dures que pour l'examen. Je fais 3 fautes à chaque fois et je le passe demain. Oui, oui, c'est des questions C'est pareil. qui peuvent tomber exactement. C'est bien 3 fautes. Ouais. Hein, Oui, Voilà, donc reste bien concentré Mm. sur ta série, hein, c'est hyper important. Prends le temps de répondre et c'est bien que tu sois là ce soir pour remettre un peu les calculs en tête. alors vous êtes mitigé. Ah, c'est pas évident Sur- les pourcentages, vous aimez pas Exactement. en général. Hein. Ouais. Alors, quand est-ce que la réforme pour le code va passer de 5 à 3 fautes? Jamais. Non, non. Non, il n'y a encore rien de, Ouais. y a rien de dit là-dessus. C'est une légende. On Mm. l'entend depuis X temps, donc non, C'est non. pour vous faire cliquer sur Facebook. Pas de Ni panique. plus Ouais. ni moins. Ça reste à 5 fautes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben même sur Facebook, c'est hyper mitigé. C'est mitigé, on Ouais, sait pas trop. complètement. Alors, un piéton qui va être heurté à 50 km/h va décéder dans 45% des cas. Donc c'est C'est la énorme. réponse D. C'est énorme, effectivement, c'est énorme. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais des fois, quand on est en voiture à 50 km/h, on a vraiment l'impression de se traîner. Ouais, Et au final, on va quand même super vite. Imaginez rien que quand quelqu'un vous bouscule, quelqu'un qui court, qui vous pousse, bah, vous êtes quand même projeté en arrière. ouais. Et pourtant, quand on court à Ah oui. 10-12 km/h. À 50 km/h, c'est vraiment énorme. Donc encore une fois, c'est pour ça que les vitesses sont abaissées dans les zones 30, dans les zones de rencontre, etc. parce qu'il y a beaucoup de piétons. Les piétons sont vulnérables, ils n'ont aucune protection. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est à retenir quand même qu'à 50 km/h, vous risquez de tuer un piéton Ouais. dans 45% des cas. Donc c'est énorme. Alors, Zosa te demande, j'ai fait vos séries, je fais 3 à 4 fautes, mais pas encore le code blanc. Est-ce que vous pensez que je suis prête pour l'examen blanc? Oh oui, bien Ah bah sûr. pour le ouais. blanc, oui. Bien sûr. Alors l'examen blanc, attention, des fois c'est toujours un peu plus dur. Hein. Mais entre 3 et 4 fautes, pour moi, je pense que c'est bon. Hein. Exactement. Tu peux tenter. Allez, question numéro 14. Ok. Alors, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins réponse A 0,5 m, réponse B 1 m ou réponse C 1,5 m. Et à 30 km/h, c'est combien de pourcents 30 km/h, c'est 5%, je crois. C'est Ah oui, pas beaucoup. il y a une Donc, sacrée il y a quand différence. même une Ouais. bonne différence. Ouais, hein. On est entre 5 et 10% de tués. Donc vous êtes nombreux à répondre et de ce que je vois, et tu vois aussi, je dirais que c'est quand même le B qui ressort le plus. Donc à savoir 1 mètre, il faut laisser un intervalle d'1 mètre pour ça. dépasser un cycliste. C'est effectivement le cas. C'est 1 mètre parce qu'on est en agglomération. Hein. Ça, en général, vous le comprenez assez bien. C'est pas très compliqué à retenir. Il faut juste noter que lorsque vous circulez en agglomération, vous devez laisser un intervalle d'1 mètre. Lorsque vous êtes hors agglomération, vous devez laisser un intervalle d'1,5 m. Voilà, ça c'est vraiment les deux principes à retenir pour dépasser un cycliste. Et veillez bien entendu à faire attention que vous pouvez le faire. Hein. Il faut que l'espace soit suffisant. Et il faut également que vous ayez quand même une bonne visibilité. Hein. Si vous êtes dans un virage, attendez avant de dépasser. Exactement. Alors c'est quoi agglomération et hors agglomération? Alors, Eh ben, agglomération, en ville. voilà, une Ouais. agglomération c'est une ville en fait. C'est le jargon du code, on va dire, Mm. pour dire une ville en fait. Donc, Ville dès ou que, village voilà. ou... Ouais, exactement. En fait, dès que c'est limité à 50 km/h, que tu es en ville, dans un village ou autre, eh ben, tu es considéré comme étant en agglomération. Tout ce qui est hors agglomération, c'est les routes de campagne, etc., où souvent tu es limité à 90 km/h. Mais c'est bien, ça c'est une notion que vous avez l'air d'avoir bien saisie. C'est très bien. Ouais, allez, on arrive à la moitié de ce quiz, donc question numéro Question 15. 15. Circuler sans avoir assuré au préalable son véhicule est sanctionné par réponse A, une amende de 135 €, réponse B, une amende de 3 750 €, réponse C, une peine de prison, ou réponse D, cette infraction est un délit. Alors, Charline, sur Facebook, nous dit, dans mon auto-école, mes résultats variaient entre 38 et 39. J'ai loupé le code 2 fois déjà et je le Ah. repasse demain matin.
On croise les Bah doigts oui, pour on toi. croise les doigts, ouais. N'hésite pas à nous dire Si t'as des questions, c'est le moment. exactement. Ouais, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, vous êtes très nombreux à nous donner la réponse B et D. Ouais, effectivement. Donc la B, elle y est, c'est sûr. C'est une amende de 3 750 €. Donc ouais, vaut mieux l'assurer. C'est hein. dur. Ouais. Voilà, circuler sans assurance, c'est un délit. Donc c'est pour ça que l'amende est aussi salée. Vous devez absolument assurer vos véhicules. Même si c'est un véhicule qui dort dans votre garage, il faut l'assurer. C'est très important d'assurer tous les véhicules à moteur. Exactement. Sinon, c'est un délit. Donc ça, c'est à retenir aussi, hein, c'est Oui. important. Avez-vous un moyen mémotechnique pour savoir quel type de feu il faut allumer et dans quelle situation? Je n'arrive vraiment pas à retenir, s'il vous plaît. Question de Johan sur YouTube. Alors, pour les feux, j'ai un petit moyen mémotechnique, ce sera uniquement sur les feux de brouillard. Pour le reste, c'est pas très compliqué, il faut vraiment que tu les apprennes. Pour les feux de brouillard, donc à l'avant, on les allume lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et de la pluie. Si tu veux un peu mieux retenir, tu prends les premières lettres de chaque mot, brouillard, neige, pluie, et ça nous fait BNP, comme la banque. Bon, voilà, hein, j'ai pas de compte chez Oui. BNP, mais voilà. Donc ça, c'est pour l'avant, d'accord? Et pour l'arrière, tu les allumes que quand il y a du brouillard et de la neige, pas quand il y a de la pluie. Donc la brouillard-neige, ça nous fait BN, comme les petits chocos BN, hein, les petits sourires là, bah voilà. Tout à fait. Ça, c'est un bon moyen mémotechnique. Je sais que moi, ça m'a beaucoup servi lorsque je passais mon code. Après, pour les autres feux, sache que les feux de position, c'est les moins forts. Tu vas vraiment les allumer dans une agglomération où c'est bien éclairé. En fait, il faut que ce soit bien éclairé pour les feux de position. Les feux de croisement, eux, tu vas les allumer en agglomération qui n'est pas très bien éclairée, ou même hors agglomération, toujours la nuit, hein, je précise, lorsque tu vas croiser un véhicule. Et les feux de route, c'est les plus puissants. Eux, tu vas les allumer quand tu es hors agglomération, la nuit toujours, lorsqu'il n'y a personne devant toi, et même en agglomération lorsqu'elle n'est pas éclairée en fait. Quand c'est pas éclairé du tout, quand tu vois rien, c'est les feux de route. Voilà. J'espère que je t'aurai aidé. Oui. Allez, on enchaîne avec la question numéro 16. Alors, question 16. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Le certificat d'examen du permis de conduire est valable. Réponse A, 4 mois, ou bien réponse B, 6 mois. C'est une question très intéressante de Scorpion WTF sur YouTube qui nous dit si un véhicule d'intérêt général nous dépasse, est-ce que l'on doit ralentir pour lui faciliter le passage ou maintenir notre allure pour lui faciliter son déplacement? Le mieux, c'est de ralentir. Le mieux, c'est de ralentir lorsque tu as un véhicule d'intérêt général. Si c'est possible, il ne faut pas non plus que tu te mettes en danger. C'est un véhicule d'intérêt général, hein. Ce n'est pas un véhicule prioritaire là dans ta question. Donc peut-être lever le pied, essayer de repérer où est le véhicule, et faire en sorte de lui faciliter le passage. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a énormément de réponses B. Alors on va vous laisser un peu de temps pour répondre. Alors, à quoi correspond le numéro ENPH? Et est-ce que si je passe mon code sans auto-école, j'ai un numéro ENPH aussi? NEPH. NEPH, Oui. oui. Oui, bien sûr. En fait, tu dois avoir un numéro NEPH pour passer ton code. Sinon, tu ne peux pas passer ton code, en fait. Donc, il faut absolument avoir ce numéro NEPH. N'hésite pas à regarder sur notre site internet. On a une vidéo dédiée vraiment au numéro NEPH et comment l'obtenir. Ah oui. Tu peux le faire en candidat libre. Tu n'es pas obligé de passer par une auto-école. Donc, n'hésite pas à consulter notre cours. Alors, du coup, la réponse, vous êtes très nombreux à nous dire réponse B, non. Eh bien, c'est la A. C'est 4 mois. En fait, le certificat d'examen, c'est-à-dire, alors parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est, lorsque vous passez votre permis de conduire, donc vous avez la réponse souvent 48 heures après sur Internet et vous pouvez imprimer ce certificat de permis de conduire directement sur Internet. C'est en attendant que vous obteniez que vous receviez plutôt votre petite carte définitive. C'est un permis provisoire en fait, si vous voulez. Donc lui, il est valable 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, vous pouvez conduire juste avec ce bout de papier. Et normalement, au bout de 2 mois, vous recevez votre petite carte. Donc après, vous pouvez le balancer et garder que votre carte définitive. Voilà. Exactement. Et donc, il est valable 4 mois. Retenez bien. 4 mois. Parfait. Allez, on passe à la question numéro 17. Allez, question 17. Alors, en période probatoire, mon capital de points est doté de réponse A 6 points ou réponse B 12 points.
Alors, comment se passe la conduite supervisée? Question de 4-4. Alors, la conduite supervisée, il faut que tu aies plus de 18 ans déjà. Elle peut s'effectuer après un échec au permis de conduire. Bah voilà, tu as échoué au permis de conduire, tu n'as pas forcément envie de remettre dehors. Tu peux partir en conduite supervisée. Pour ça, tu dois avoir un accompagnateur. Souvent, ce sont les parents, comme la conduite accompagnée. L'accompagnateur doit avoir plus de 50 permis sans interruption, je précise bien. Et donc là, tu peux partir pour la durée de ton choix en conduite supervisée. Ça peut être une semaine comme ça peut être un an. Il n'y a pas de limite à respecter. En fait, c'est comme une conduite accompagnée, sauf que là, il n'y a pas de limite dans le temps et il n'y a pas tous les avantages de la conduite accompagnée en termes d'assurance et de période probatoire. Voilà. Donc tu peux la faire soit après un échec, soit à la fin des 20 heures. Tu n'as pas envie de remettre d'heures, tu te sens plutôt à l'aise sur la route, ton moniteur aussi, tu n'as pas envie de passer le permis tout de suite. Tu peux faire la conduite supervisée pour, on va dire, pour t'aider, pour prendre un peu confiance. Voilà, c'est ça la conduite supervisée. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut le passer à 17 ans ou pas? Le code? Ouais. Le code, oui, on peut, bien sûr. Le permis 17 ans et demi si vous avez opté pour la conduite accompagnée. Sinon, le code, oui, vous pouvez le passer à 17 ans sans problème. Vous pouvez même le passer avant. Alors, vous répondez quasiment à l'unanimité, la réponse A, donc 6 points. Effectivement, en période probatoire, c'est-à-dire une fois que vous avez eu votre permis, vous avez donc une période probatoire de 2 ans si vous avez passé le permis avec la conduite accompagnée, ou bien de 3 ans si vous êtes parti sur un permis traditionnel. Et donc, vous n'aurez que 6 points. Je précise, et d'ailleurs c'est marqué ici, vous allez récupérer pour la conduite accompagnée 3 points par an. Donc c'est pour ça qu'il faut que 2 ans, parce qu'au final, 3 points plus 3 points, on est vite à 6, c'est ce qui nous fait 12 points. Et pour les autres cas, vous récupérez 2 points par an. Donc c'est pour ça que c'est 3 ans pour un permis traditionnel, sans conduite accompagnée. Donc c'est 6 points en tout cas. Dès que vous avez votre permis, tac, vous avez d'office 6 points. Il faut bien les garder. Alors, question sur Facebook de Lucinda qui nous dit: j'ai une question. Lors d'un passage du permis de conduire, si on grille une priorité à droite après un rond-point, mais qu'il n'y a personne, est-ce que c'est forcément éliminatoire? Je pense que ça lui est arrivé malheureusement. Alors, si toi tu grilles une priorité à droite, c'est ça? Oui. J'imagine, oui. Ok, après un rond-point. Bon, après le rond-point, ok. Oui, alors, ça dépend en fait des inspecteurs des fois. Mais bien souvent, il faut regarder, il faut ralentir. Si tu traces hyper vite dans une prio à droite sans regarder, ouais, là c'est Ils aiment pas éliminatoire. bien. Ouais. Non, vaut mieux ralentir, vaut mieux lever le pied, bien regarder, bien nous montrer que tu l'as vu, que tu l'as prise en compte et que tu pourras t'arrêter si jamais il y a une voiture. Donc ouais, c'est mieux de regarder, ça risque d'être éliminatoire si tu ne le fais pas. Allez, question numéro 18. Alors, avec une roue de secours, je peux rouler à réponse A 50 km/h, réponse B 70 km/h, réponse B 80 km/h ou réponse D 110 km/h. Alors, est-ce qu'on peut passer un stage de récupération de points juste après l'obtention du permis? Ah, ça veut dire qu'il a perdu des points. Ou elle, je sais pas. Pierre. Pierre, ça veut dire que tu as déjà perdu des points. Bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça dépend combien de points tu as perdu, mais oui. Si tu as perdu 3 points, sache que c'est obligatoire de le faire. Alors, c'est pas 20 secondes, le temps de réponse à l'examen. Si, c'est 20 secondes. Si, c'est 20 secondes, Oui. mais là, on enchaîne soit plus rapidement, Ah, on va soit peut-être plus trop vite. doucement. N'hésitez pas à nous dire Ouais, si on va trop vite. tout à fait. Ah, Pierre nous dit qu'il n'a plus le permis, malheureusement, pour lui. Ah, alors si tu n'as plus le permis, Pierre, malheureusement, il faut tout repasser. Ouais. Là, tu peux pas faire de stage de récupération de points. Il faut absolument que tu ailles voir ton auto-école. Alors, est-ce qu'on peut allumer les feux de position la nuit dans une chaussée éclairée, sans les feux de croisement? Il faut qu'elle soit bien éclairée, attention. Il faut qu'elle soit éclairée, on va dire, des deux côtés de la chaussée. Donc oui, c'est possible. Alors, vous êtes très nombreux quand même à nous dire ABC, donc à savoir 50, 70 km/h ainsi que 80 km/h. C'est très bien. En plus, c'est un petit piège ici, donc c'est bien si vous avez répondu ABC. Pourquoi c'est un petit piège? Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin vous le savez, que c'est 80 km/h la limite à ne pas dépasser lorsqu'on a une roue de secours. J'espère que vous le savez. Et là où c'est un piège, c'est qu'on pouvait aussi répondre 50 et 70. Effectivement, on peut rouler à 50 km/h et à 70, même à 80, sans dépasser les 80. Ça, c'est à savoir aussi. Une roue de secours, avec une roue de secours, on ne dépasse pas les 80 km/h. Attention, parce que souvent, elles sont beaucoup plus fines. Alors, question de EmmaDB sur YouTube. J'ai une question. À partir de quel âge peut-on commencer la conduite accompagnée?
Alors, commencer, partir avec les parents, je suppose. Donc déjà, tu peux t'inscrire en auto-école à partir de 15 ans. Et une fois que tu as fait tes 20 heures, une fois que tu as eu ton code, là, tu peux aller en conduite accompagnée. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est une fois que tu as eu ton code, en fait. Et une fois que tu as fait tes 20 heures. Alors, question aussi, c'est important, est-ce que l'on peut utiliser le portable sur un parking? Alors, il faut que le moteur soit arrêté. Il faut que le moteur soit Ok. arrêté pour utiliser le portable. Donc oui, tu peux l'utiliser sur un parking à condition d'avoir coupé le moteur. Bien entendu. Allez, question numéro 19. Alors, les rainures des pneumatiques neufs doivent présenter au minimum une profondeur de réponse A 1,4 mm, réponse B 1,6 mm, réponse C 1,8 mm et réponse D 2 mm. Alors, Yacine qui nous dit sur Facebook, ça fait 7 mois que j'ai mon permis, est-ce que maintenant j'ai 6 points ou 7 points? Il y en a toujours que 6 du coup. Ouais. Ouais. C'est au bout d'un an que tu récupères. 2 points. Alors, si tu as fait la conduite Ouais. accompagnée, tu vas récupérer 3 points. Si tu n'as pas fait la conduite accompagnée, au bout d'un an, tu vas récupérer 2 points. Donc, patience, il y a encore quelques mois à faire. Alors, pour ce qui est des rainures, Alors, pour ce qui est des rainures, la plupart nous répondent 1,6 mm. Alors, Alexandra, le stage accéléré de conduite est-il une bonne option selon toi? oui, à condition que ton moniteur ou ton enseignant te corrige les séances. C'est très important. Si vous faites du code en accéléré, assurez-vous bien que les enseignants viennent corriger. Parce que vous devez être vraiment, enfin tout doit être clair. Il ne faut pas hésiter à poser des questions lorsque vous êtes en stage accéléré de code. Bien entendu, c'est bien, il y en a beaucoup. Je sais que moi, dans mon auto-école, il y en a beaucoup qui l'ont grâce à ce stage accéléré. Et sur Facebook aussi, vous êtes très nombreux à nous répondre 1,6 mm. C'est très bien. C'est très bien. Effectivement, c'est la B, c'est 1,6 mm. Notez bien, ça tombe souvent à l'examen. J'ai souvent des retours d'élèves qui nous disent « Ah, c'est quoi cette question sur les pneus ?» C'est 1,6 mm. Les rainures, comme on peut voir sur la photo, hop, c'est ça en fait. Hein, c'est le petit trait, le petit creux qu'on a dans un pneu, ce qui nous permet au final d'avoir une bonne adhérence sur la route, aussi bien sur une route mouillée que sur une route sèche. Sur route mouillée, en fait, ces petites rainures, elles permettent d'évacuer l'eau beaucoup plus facilement. Et la profondeur minimum, c'est 1,6 mm. Retenez-le. Allez, question numéro 20. Allez, alors j'ai dû parcourir plus de 3 km pour trouver une station de gonflage. Par rapport à la préconisation du conducteur, je dois augmenter la pression du pneumatique de 0,1 bar pour la réponse A, 0,3 bar pour la réponse B ou 1 bar pour la réponse C. En moyenne, combien de semaines préparées avec vous peut-on aller en examen? Ça dépend en fait de la fréquence. Exactement. Si tu en fais, je sais pas si tu fais 5 séries par jour, plus les thèmes, bah là, en moins d'un mois, c'est bon pour toi. Hein. Par contre, si tu fais une série toutes les semaines, là, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc, il n'y a pas une réponse vraiment claire, ça dépend vraiment de la fréquence à partir de laquelle vous entraînez. Exactement. Dites-vous bien que dès que vous faites, allez, on va dire moins de 7-6 fautes, vous êtes prêt. Hein, donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous. Et n'hésitez pas à aller regarder tous nos anciens lives. On a fait notamment, je crois que c'était le dernier, un live sur les questions difficiles Oui, effectivement. qui sont posées au code. Et du coup, c'était que des questions pièges. Il y en avait 40. Et ça peut vous permettre de bien vous entraîner sur des questions très difficiles. Et dont notamment, il y avait une question qui revenait. Quelle est la différence entre la bande cyclable et la piste cyclable? Elle revient souvent, cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces pneumatiques? Alors, une très très grande majorité de réponse B, à savoir 0,3 bar. Oui, effectivement, c'est la réponse B. Alors, si vous parcourez plus de 3 km, c'est-à-dire que vous habitez à la campagne et que la station de gonflage elle est loin, vous êtes forcément obligé de parcourir plus de 3 km, vous allez légèrement surgonfler votre pneumatique de 0,3 bar. Voilà. Si vous parcourez moins de 3 km, il n'y a pas besoin, vous pouvez les gonfler à la préconisation du constructeur sans surcharger, on va dire. Notez bien aussi que si vous avez votre véhicule chargé, vous devez également le surgonfler de 0,3 bar. Exactement. Parce qu'il y aura plus de pression sur les pneumatiques.
Alors, on a une question sur Facebook. Si je ramène un passager ivre, est-ce que je peux avoir une amende par la police? Ah bah non. Non. Non, si le On est passager d'accord. il est ivre, tu peux pas avoir d'amende parce que au contraire, tu es sage, tu Et fais oui. une bonne action. Donc non, les passagers, vous avez le droit de les ramener ivres, hein. Et d'ailleurs, il vaut mieux faire comme ça Oui, plutôt que ce soit exactement. eux qui prennent le volant. Allez, question numéro 21. Allez, c'est parti. Le triangle de présignalisation doit normalement être placé à. Donc réponse A, 10 mètres de l'accident. Réponse B, 20 mètres de l'accident. Réponse C, 30 mètres de l'accident. Ou réponse D, 40 mètres de l'accident. Alors, j'avais une question. Bonjour Alexandra, j'ai une question. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre une intersection et un carrefour, s'il vous plaît? Question de Karen. Alors, une intersection et un carrefour. Alors souvent, un carrefour, c'est ce qu'on appelle plus communément un carrefour à sens giratoire. Donc là, on a plusieurs intersections qui vont venir se rencontrer. C'est un regroupement en fait d'intersections. Alors qu'une intersection pure et dure, c'est là où va se rencontrer souvent deux chaussées différentes en fait. Donc tu peux avoir différents types d'intersections, elles peuvent être en croix, en X, en Y, en T, voilà. Donc c'est souvent deux routes qui se rencontrent alors qu'un carrefour, il y a beaucoup plus de routes qui vont venir se rencontrer. C'est pour ça que souvent on crée des carrefours à sens giratoire, plus communément appelés des ronds-points aussi si vous voulez. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. C'est une unanimité sur Facebook de réponse C, ainsi qu'une très très grande majorité sur YouTube. Ok, Donc, c'est très bien, ouais. Effectivement, c'est la réponse C, c'est 30 mètres de l'accident. Le triangle de présignalisation, vous devez le placer à 30 mètres, sauf si vous avez un accident dans un virage ou dans un sommet de côte. Là, vous devez le placer avant le virage et avant le sommet de côte. Pour ce qui est de l'autoroute, je vous rappelle, ne mettez pas le triangle, ça peut être dangereux pour vous et pour les autres usagers, parce que le triangle risquerait de s'envoler, hein. Alors, Voilà. question de Charline sur Facebook. Pourquoi faut-il gonfler donc, les pneus un peu plus dans le cas si le véhicule est chargé, j'imagine? Alors si le véhicule est chargé, parce qu'en fait, le chargement va faire qu'il va y avoir beaucoup plus de pression sur tes pneumatiques et du coup, il faut légèrement les surgonfler pour éviter un éclatement. Et pour ce qui est de la distance, si vous parcourez plus de 3 km, vous allez avoir un échauffement des pneus qui va faire que les pneus vont perdre légèrement de leur pression. Donc il va falloir les surcharger également pour pallier justement à ce réchauffement des pneumatiques. Exactement. Allez, on passe à la question numéro 22. Alors, le taux d'alcoolémie constituant une infraction est de, donc réponse A, 0,5 mg par litre d'air expiré, ouais, donc pour la réponse A, 0,5 g par litre de sang pour la réponse B. Le taux d'alcoolémie constituant un délit est de, donc réponse C, 0,8 g par litre de sang, ou réponse D, 0,5 mg par litre d'air expiré. Alors, ils sont très nombreux à te redemander la différence entre la bande cyclable et la piste cyclable. Est-ce que tu peux nous donner juste une rapide définition? Bien sûr. Alors, la bande cyclable, elle est sur votre chaussée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous sépare de votre voie et de celle des cyclistes. Voilà, elle est sur la chaussée, elle est juste séparée par un petit trait, c'est tout. Alors que la piste cyclable, elle est beaucoup plus sécurisante parce qu'elle est séparée de la chaussée. Vous allez être séparé par exemple, un trottoir, une haie ou je ne sais quoi. Vous allez être presque à part de la chaussée dans une piste cyclable. Voilà la différence entre les deux. Alors, il y a énormément de réponses B, C, donc à savoir 0 g par litre de sang, exactement, ou 0,8. Voilà, effectivement. Donc c'est la B et la C, les bonnes réponses Parfait. ici. Donc pour ce qui est de l'infraction, là on parle bien des conducteurs confirmés, on ne parle pas du tout des conducteurs, des jeunes conducteurs, hein. 0,5 g par litre de sang, vous êtes en infraction. Vous perdez 6 points, vous avez une amende de 135 € et un risque de suspension de permis. Voilà. Ça, c'est dans le cadre d'une infraction. Dans le cadre d'un délit, cette fois-ci, vous allez... donc un délit, c'est 0,8 g par litre de sang. Ça, c'est à retenir, hein. Et là, le délit, c'est 6 points en moins, c'est une amende de 4 500 € et c'est aussi un risque de 2 ans de prison, hein, donc faites attention à ça.
Notez-les bien, ces deux taux, ils sont vraiment à retenir. 0,5 g par litre de sang, c'est une infraction. 0,8 g par litre de sang, c'est un délit. Voilà. Attention aussi aux mesures, hein. Là, on est bien en grammes par litre de sang, on n'est pas en milligrammes par litre d'air expiré, hein. Faites bien attention. Alors, question d'Emeric. Bonjour, je voulais savoir, pour les pneus neige, les rainures doivent mesurer combien? Pour les pneus neige, Pareil? c'est la même chose Ouais. en fait, hein. Ouais, c'est la même chose, hein. Les pneus neige, ils sont juste, la gomme est capable de résister à des températures vraiment froides en fait. C'est ça la différence avec des pneus normaux, on va dire. Alors, question de Johan. Doit-on connaître le montant des amendes? Alors pas toutes, parce que ça serait chose impossible, mais au moins les plus communes, comme le téléphone, comme le refus de priorité, etc., etc. Oui, ça peut être bien quand même de les connaître. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi la D ne marche pas. Donc, à savoir, je reprends la question, le 0,5 mg par litre d'air expiré. Oui, c'est vrai qu'elle pourrait aussi marcher, effectivement, ouais. Elle pourrait aussi marcher parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, la D peut marcher, hein. 0,8 g par litre de sang, là on est dans le délit, on est en grammes par litre de sang. Si on le passe en milligrammes par litre d'air expiré, ça nous fait 0,40 mg par litre d'air expiré. Et donc c'est pour ça que 0,50 du coup, hein, c'est pour ça à mon avis que ça a un peu, ça n'a pas été bon à ce C'était niveau-là. pire, ouais. Voilà. 0,50 mg par litre d'air expiré, effectivement, c'est aussi un délit parce qu'on est au-dessus des 0,40 normalement. Donc, Mea culpa. c'est super bien en tout cas Ouais, pour ceux tout à fait. qui nous ont signalé l'erreur. Donc, merci à vous. Oui. Vous êtes très attentifs et c'est très bien. Allez, on passe à la question 23. Alors, question 23. J'ai consommé du cannabis avant de prendre la route. Je risque 4 500 € d'amende. Oui, réponse A, enfin vraie réponse A, ou faux, réponse B. Alors, est-il possible que l'auto-école puisse jeter notre dossier si on ne se montre plus à l'auto-école? Alors, l'auto-école doit conserver normalement les dossiers 6 ans. Donc, si effectivement pendant 6 ans tu as fait le mort, oui, enfin ton dossier ne sera plus valable en fait. C'est même pas l'auto-école, c'est même pas de la faute de l'auto-école, c'est vraiment que ton dossier, ton numéro NEPH n'est plus valable. Il faut en redemander un autre. Par contre, si c'est avant 6 ans, non, il n'y a aucune raison de jeter le dossier, hein. Le numéro NEPH fonctionne encore. Alors, vous êtes tous intimement convaincus qu'on risque 4 500 € d'amende puisque vous avez quasiment tous répondu vrai. C'est effectivement la bonne réponse. Ici, on risque 4 500 € d'amende. Si on a consommé du cannabis, c'est un délit, hein, encore une fois. Tout ce qui est drogue, de toute façon, c'est un délit, hein. Il n'y a rien qui est accepté. Donc, une amende qui peut aller jusqu'à 4 500 € d'amende. Vous pouvez également risquer 3 ans de prison avec une suspension, 3 ans de suspension de permis, n'importe quoi. 3 ans de suspension de permis et 6 points en moins sur le permis de conduire. Voilà, donc là vous êtes vraiment dans le cadre d'un délit, hein. Retenez bien. Et comme nous dit Saya, il ne faut pas consommer du cannabis les enfants. Exactement. Effectivement, ouais. Allez, question numéro A. Tim qui nous dit, j'aurais dit 3750 comme pour tous les délits. Pour les drogues, on est un peu plus sévère. Ouais. C'est une bonne remarque. Alors, question 24. L'acuité visuelle du conducteur doit être, pour conserver son permis, d'au moins. Réponse A, 5 dixièmes sur les 2 yeux. Réponse B, 5 dixièmes sur un œil si le second a une acuité inférieure à 1 sur 10 du coup. Et réponse C, 6 dixièmes sur les 2 yeux. Alors, Nadia, qui te demande quelle est la différence entre un délit et une infraction. Un délit, c'est le plus grave, on va dire, hein. C'est beaucoup plus grave qu'une infraction. Voilà, une infraction, on va dire que c'est des rappels à l'ordre, c'est des amendes, mais beaucoup moins élevées que les délits. Voilà, un délit, c'est grave. Il faut vraiment penser à ça. Délit égale grave, comme la drogue, comme une récidive d'excès de vitesse. Exactement. Ça, ce sont des délits et c'est fortement sanctionné. Ouais. Laïska qui nous dit, je suis inscrite à l'auto-école depuis 2014, mon code NEPH est-il toujours valable? Oui, bien sûr, il est encore valable, hein.
tu as encore 2 ans. Donc faut te dépêcher. Alors, vous êtes très nombreux à nous répondre la réponse A, ou alors certains nous proposent A et B aussi. Ouais, effectivement. Ici, les bonnes réponses sont la A et la B. Donc il faut avoir au minimum 5 dixièmes sur l'ensemble des 2 yeux. Ce qui veut dire au final que si vous avez 1 à un œil et 5 à l'autre, bah ça marche. Voilà, c'est ça les 2 réponses en fait. C'est 5 hyper dixièmes. technique comme question. C'est hyper technique, c'est pas très compliqué à retenir, dites-vous Non. bien, 5 dixièmes. Voilà, Et c'est vrai vous que c'est notez. improbable qui pose ça au Si on a permis. un C'est œil qui Ouais. fonctionne moins bien, et ben effectivement, Il y a faut du avoir, médical, il il y y a a un peu tout. de tout, Ouais. le permis, c'est... on Des étudie maths, un du peu médical. tout, un peu tout. Allez, question 25. Alors, nous sommes le 6 du mois. Je peux stationner réponse A du côté pair de la chaussée ou réponse B du côté impair de la chaussée. Alors, si vous voyez pas bien, sur le Je me petit décale panneau, non, toi c'est Non, tout c'est bon, c'est sur le petit panneau, c'est écrit donc 1,15 sur le chiffre du haut et 16,31 sur le chiffre du bas. Alors, Elodie, est-ce que ça fait longtemps tous les deux que vous avez votre permis et vous l'avez eu en combien de fois? Alors, moi, le code premier coup. Bravo. Ouais, code premier coup, permis le plus compliqué. J'ai passé 3 fois. 3 fois, ouais. Et moi, j'ai tout eu du premier coup. moi, Bravo. Donc, j'étais faite pour ça, il faut croire. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une majorité de réponses B, donc vous vous gareriez du côté droit. Chiffre impair, effectivement. Exactement. Donc là, je vais vous réexpliquer la règle pour qu'elle soit bien claire. Quand vous rencontrez ce type de panneau avec 1,15 et 16,31, dites-vous bien que du 1er au 15, vous pouvez stationner du côté des numéros impairs des habitations. Pourquoi impair? Parce qu'on a un chiffre 1. Le chiffre 1 étant un chiffre impair, vous n'allez pas chercher plus loin. Voilà, vous stationnez du côté des numéros impairs. 16,31, 16, on est d'accord, c'est un chiffre pair. Et bien du coup, si vous êtes le 17 par exemple, et ben vous allez pouvoir stationner hop, de l'autre côté, du côté des chiffres pairs. Voilà la petite technique pour retenir assez facilement ce panneau et où stationner. Ça arrive rarement quand même. Alors, ces panneaux, il tombe. n'y en a pas beaucoup déjà. Oui. Et voilà, donc, mais retenez-les, c'est pas compliqué encore une fois. Notez, hein, vraiment notez bien, là aussi, c'est des questions assez récurrentes du code de la route. Vous êtes aussi nombreux à nous les poser, notez-les et après vous verrez, ça ira tout seul. On a une question intéressante de K sur YouTube. La photo que l'on donne à l'inscription au code, est-ce que c'est la même qui va être sur la carte du permis et est-ce qu'on a le droit de sourire dessus? Alors, on n'a pas le droit de sourire malheureusement, hein. Photo officielle. Non, on a tous des oblige, têtes, voilà, oui, sur le comme, permis. C'est comme la carte comme d'identité la en carte général. d'identité, Ouais. c'est ça. En général, c'est pas. Et oui, c'est la même. Hein. Donc, ouais, si vous donnez cette photo, ben, vous aurez la même. Hein. Désolée Exactement. Allez, question 26. Alors, je peux rouler à 130 km/h. Vraie réponse A ou faux réponse B? Alors, Dorado, tu nous dis, aidez-moi s'il vous plaît, je viens de vous poser cette question parce que mon auto-école, il ne veut pas me donner la date aussi longtemps. Je l'ai déjà 40 heures avec elle. Alors, quelle était ta question? On va redescendre dans le fil pour essayer de la retrouver, mais je la vois pas. Donc, n'hésite pas à nous la reposer. Repose ta question, Ouais. ouais. Exactement. Alors, unanimité de réponse B pour le moment. On vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre. Alors, Karen sur YouTube qui nous dit faux, il pleut. Donc, normalement, c'est 110 km/h, non? Très bien, Karen. Oui, c'est 110 km/h lorsqu'il pleut, hein, lorsqu'il pleut sur autoroute. La vitesse qui est normalement de 130 km/h va être diminuée à 110 km/h. C'est valable aussi sur une route où c'est limité à 90 km/h. Vous allez rouler à 80 au lieu de 90. Sur une route à 110, vous allez rouler à 100 au lieu de 110. Voilà. Et sur les autoroutes à 110 au lieu de 130. Ça aussi, notez-le bien. C'est pas compliqué, encore une fois. C'est pas compliqué le code. Mais notez-le bien. Voilà. Très important. Alors, nouvelle question sur la photo du permis. Quand on porte des lunettes, on doit les garder pour la photo du permis ou pas? Oui, alors par contre, si tu les gardes pour la photo de ton permis, tu dois également cocher la petite case port de lunettes obligatoire. C'est-à-dire que si tu te fais contrôler par les forces de l'ordre,
ils doivent être capables de voir que tu as bien des lunettes au moment où ils te contrôlent, hein, parce que sinon ça peut être une infraction. Voilà. Donc oui, il faut mieux les garder. Si tu en as vraiment besoin, garde-les. Hein. Et même pour les novices, ce sera 110 km/h. Oui, bien sûr, Oui, même sur temps mouillé. Ça ne s'abaisse pas à 100. Hein, mais il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Oui, ça reste 110 pour les jeunes conducteurs. Mais si on a des lentilles, Ah bah si on a des lentilles, dans ce cas-là, bah ouais, faut prouver aux faut policiers. bien prouver qu'il Ouais. y a bien des lentilles et que tu n'as pas de lunettes. Allez, question 27. Alors, partant de pluie et brouillard sur autoroute, je ne vois pas à plus de 50 km/h. Je laisse un intervalle de sécurité de réponse A 50 mètres, réponse B 100 mètres. Je roule à 50 km/h pour la réponse C ou 110 km/h pour la réponse D. Étant jeune permis par temps de pluie, notre vitesse n'est pas de nouveau réduite, n'est-ce pas? Non, comme on disait, c'est bien 110 C'est km/h. bien 110, ouais. Oui. Alors, on nous propose du B, du C, du B, du D. Ça y est, là, les réponses défilent. BD pour la plupart. On va vous laisser quelques instants. Sur Facebook, c'est aussi la B et la D qui revient le plus. Alors, Rémi, vous voulez pas me répondre sur les dépassements. Alors, vous êtes très nombreux sur ce live, donc je vous avoue que les messages défilent assez rapidement. On essaye de localiser quelques-unes de vos questions. Donc, si on en rate, on est désolé. N'hésitez pas à nous les reposer. Non, on n'a absolument rien contre ta question. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé, Amy. Donc, s'il vous plaît, sur les dépassements, dans quelles conditions on se décale ou on serre? Alors, dans quelles conditions on se décale pour dépasser, hein, je pense que c'est ça. J'imagine. Alors, d'abord, la seule condition, on va dire, c'est qu'il n'y ait personne qui te dépasse aussi à ton tour. Hein. Si devant toi, tu vois qu'il y a un camion, que tu as envie de le dépasser, il faut absolument que tu viennes contrôler dans tes rétroviseurs et dans ton angle mort. Très, très important, ça. Hein. Ensuite, une fois que tu as contrôlé qu'il n'y a personne qui te dépasse, là, tu peux indiquer, tu mets ton clignotant et tu te déportes. Attention, si tu es sur une autoroute ou sur une voie rapide, ne pas donner un grand coup de volant. Hein. Le volant, on le tourne tout doucement pour se décaler sur la voie de gauche. Une fois que tu es en train de dépasser, tu gardes bien ta vitesse, surtout ne ralentis pas parce que sinon le véhicule va rouler plus vite que toi, le véhicule que tu dépasses. Tu gardes bien ta vitesse et ensuite tu attends de voir la voiture que tu viens de dépasser dans ton rétroviseur intérieur. Il faut que tu la vois entièrement dans ton rétroviseur intérieur avant de pouvoir te rabattre. Pour te rabattre, c'est un changement de voie, c'est le même principe. Tu contrôles à droite et ton angle mort à droite. Tu indiques avec ton clignotant et tu te déportes pour te replacer finalement dans la voie de droite. Voilà la technique du dépassement. Voilà, Amy. Alors, du coup, la plupart des bonnes, je ne sais pas si c'était des bonnes ou des mauvaises, ça reste quand même B et C, et certains nous disent B et D. Alors, là, attention à la question, on vous parle bien de temps de pluie et de brouillard. Lorsqu'il y a du brouillard, on est tous d'accord qu'on ne voit pas très bien. Hein. Du coup, quand on ne voit pas très bien, on va laisser un intervalle de sécurité de 50 mètres avec le véhicule de devant et on va rouler à 50 km/h. Ça aussi, c'est une règle très très importante à retenir. Lorsque vous avez une visibilité réduite parce qu'il y a du brouillard, de la pluie, les conditions sont défavorables, roulez pas trop vite, restez à 50 km/h et vous devez laisser un intervalle de sécurité proportionnel à votre vitesse en fait. Si vous roulez, égal à votre vitesse, pardon. Si vous roulez à 50 km/h, vous laissez un intervalle de sécurité de 50 km/h. Si vous roulez à 70 km/h, vous laissez 70 mètres devant vous avec le véhicule devant vous. C'est pareil pour 90 km/h. Hein. Si vous roulez à 90 km/h, vous laissez 90 mètres devant vous. Voilà la règle. Attention à la question là, hein. C'était vraiment pluie et brouillard. C'est pour ça que vous êtes tombé un peu dans le piège. Alors, on a une question hyper technique. Bonjour, que signifie la mention sous réserve de l'aptitude à la conduite fixée par l'avis médical sur le certificat de permis, s'il vous plaît? La question est juste là, de Mandane. Sous réserve de l'aptitude à la conduite fixée par l'avis médical. Alors là, on est soit dans le cadre d'une annulation, d'une suspension ou autre, hein, je pense.
cette mention veut dire que tu dois aller chez un spécialiste, chez un médecin qui doit être agréé par la préfecture. Il doit te faire passer des tests médicaux, des tests psychotechniques pour te mettre en fait apte à conduire. Voilà, c'est ce que veut dire cette mention. Souvent, on la retrouve dans le cas de l'annulation ou de suspension de permis, où vous devez aller passer une visite médicale obligatoire pour pouvoir reconduire de nouveau. Voilà ce que veut dire cette mention. Allez, parfait. On peut enchaîner avec la question 28. Allez, c'est parti. Pour effectuer un dépassement, une distance de 200 mètres suffit. Vraie réponse A ou faux réponse B. Alors, par rapport au geste de premier secours sans formation spécifique, y a-t-il nécessité de déplacer un blessé? Alors, on le déplace que vraiment, il y a un danger, que en cas de danger, immédiat, non contrôlable, etc., etc. Sinon, vous ne la touchez pas, la victime. Vous attendez vraiment les secours parce que vous risquez d'aggraver son cas au final si vous la déplacez. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un danger réel pour pouvoir la déplacer. Je ne sais pas, une voiture qui va exploser ou autre. Là, on te demande qu'est-ce que sont les angles morts? Alors, les angles morts, c'est tout ce que vous n'allez pas voir de votre poste de conduite. C'est-à-dire tout ce que vous ne voyez pas en vision directe et tout ce que vous ne voyez pas dans vos 3 rétroviseurs, intérieurs et les 2 latéraux. Les angles morts, sur une voiture, il y en a de partout, mais les plus intéressants, on va dire, pour la conduite, les plus dangereux, c'est ceux qui se situent juste au-dessus de notre épaule. Donc quand vous allez contrôler un angle mort, vous allez simplement tourner la tête au-dessus de votre épaule pour vérifier les 2 angles morts. Voilà les 2 angles morts principaux intéressants pour la conduite. Il y en a plein d'autres, mais ils sont un peu moins intéressants. Alors, vous êtes très mitigé. Il n'y a pas de réponse qui se détache sur cette question-là. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour effectuer un dépassement, une distance de 200 mètres suffit. 200 mètres, ça me fait C'est faux. ça me fait un petit peu juste 200 mètres. Je pense que ça doit être plus 250 mètres. Donc, la bonne réponse c'est la B. C'est exactement. C'est 250 mètres. Pour effectuer un dépassement. C'est-à-dire, alors là, c'est pas très clair des fois cette question. Pour effectuer un dépassement, vous dépassez une voiture ou ici, dans ce cas-là, un autobus. Vous devez avoir une distance pour pouvoir vous rabattre de 200 mètres. C'est-à-dire qu'il va vous falloir 200 mètres pour pouvoir dépasser un véhicule. On dirait pas comme ça, on a l'impression de, non, au final, il ne faut pas autant de mètres, mais si, parce qu'il faut prendre en compte la vitesse des 2 véhicules, etc., etc. Donc, si vous avez un panneau qui vous indique que la chaussée va se rétrécir, dans 150 mètres, vous ne dépassez pas. Vous devez le faire que si vous avez 250 mètres devant vous. Voilà. Alors, passons tout de suite à la question 29. Avant-dernière question. Ok. Alors, en conduisant avec un téléphone portable à la main ou un kit main libre de type oreillette, je risque réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, un retrait de 3 points. Réponse C, une contravention de 2e classe. Ou réponse D, une contravention de 4e classe. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment devons-nous mettre les feux, s'il vous plaît? À quel moment devons-nous mettre les feux? Ouais. Alors, les feux de position, on les met dans une agglomération qui est bien éclairée. Vous pouvez aussi les mettre lorsque le jour commence à tomber, en fait, qu'on voit, mais pas trop, qu'on veut quand même rester un peu visible, que notre véhicule reste visible. On peut les mettre à ce moment-là. Les feux de croisement, comme je le répète, on les met lorsqu'il fait nuit dans une agglomération qui n'est pas très bien éclairée ou hors agglomération en cas de croisement avec un autre véhicule. Et les feux de route, eux, on va les mettre dans une agglomération ou pas qui n'est pas du tout éclairée. Les feux de route, vraiment, il ne faut pas que ce soit éclairé, il faut qu'on ne voit rien. Et là, à ce moment-là, pour voir mieux, on va mettre les feux de route. Voilà pour ce qui est des feux. Alors, question de Azra, quelle est la différence entre le contrôle technique et le contre-visite? Alors, le contrôle technique, vous devez le faire tous les 2 ans, pour les véhicules d'occasion, donc tous les 2 ans. C'est obligatoire, ça vous devez le faire. Et si lors de ce contrôle technique, le garagiste constate qu'il y a des petits soucis sur votre voiture, il peut vous demander de faire une contre-visite dans les 6 mois qui suivent. C'est-à-dire qu'il faut que vous réparer la chose qui ne va pas sur votre véhicule dans les 6 mois. Voilà la différence entre les deux.
Donc la contre-visite vient après le contrôle technique, hein. Alors, vous hésitez pour la plupart entre BC et BD, donc un retrait de 3 points avec une contravention de seconde classe ou un retrait de 3 points avec une contravention de 4e classe. Alors ici, les bonnes réponses sont la B et la D. Avec un téléphone à la main, La B, C. Oui, la pardon, C, excusez-moi. En conduisant avec un téléphone à la main ou un kit main libre, vous risquez un retrait de 3 points. Donc ça, voilà, ça ne change pas, c'est 3 points. Donc attention à vous, jeunes conducteurs qui n'avez que 6 points, ne pas trop téléphoner au volant parce que sinon, vous êtes obligé de faire un stage de récupération de points, hein. Et enfin, une contravention de seconde classe. Une contravention de seconde classe, pardon, avec une amende de 135 Ils ont augmenté d'ailleurs il n'y a pas longtemps. alors peut-être C'était pas pour 35 € avant? Non, alors Ah ça non c'est pour le téléphone, tu veux Ouais. dire? Ah oui, alors ils ont augmenté, Ah oui, effectivement, oui, pardon. Parce Et, que oui, je me ouais, suis fait choper, c'était 35 C'est €. Ouais, pour ça. ils ont augmenté, ouais. Le téléphone, là, ils sont un peu plus resserrés, ils ont resserré la vis, on va dire. Voilà, donc juste ne confondez pas, c'est ce qui m'est arrivé justement là quand j'ai répondu, ne confondez pas les amendes de seconde classe, etc. avec les infractions, hein, que vous faites, hein. Oui. Infraction de première classe, donc sont 11 € d'amende, deuxième classe 35 €, troisième classe 68 €, quatrième classe 135 €, hein. Tiens, on a une D'ailleurs, question. alors attendez, parce que là j'ai un doute, une contravention de deuxième classe, et on nous met la C. Ouais, alors c'est bien la... C'est bien quatrième classe, hein. Ah, Ouais, on sent. y a une petite erreur au niveau du montage, hein. C'est bien quatrième classe en fait, c'est bien une contravention de quatrième classe de 135 €, hein, pour, c'est justement ce que tu me disais, hein. Tu vois, toi tu as eu 35 €, Ouais. ils ont augmenté, donc maintenant c'est bien quatrième classe. Voilà, Fort bien. petite... Oui, erreur technique. oui, Bon, mea c'est pas culpa. Tiens, une question intéressante de Deep Mid Digi qui nous dit: les téléphones intégrés dans un véhicule avec l'utilisation du Bluetooth sont-ils autorisés? Alors c'est pas autorisé, mais c'est toléré. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une infraction pour ça, tu vas pas avoir d'amende pour ça. Bien entendu, téléphoner, que ce soit avec le Bluetooth ou avec le téléphone à la main ou avec le kit main libre, ça vous perturbe dans votre conduite, ça nous perturbe dans notre conduite, on est moins concentré sur la route. Donc c'est toléré, le Bluetooth. Il le tolère, mais je ne sais pas jusqu'à quand. C'est toléré, on peut le faire. Mais attention, soyez vraiment vigilants parce que quand vous parlez au téléphone, ce qui se passe devant, toutes les infos qui se passent devant, vous en perdez presque la moitié. Allez, on passe à la dernière question de cette série. Alors, en dépassant un véhicule alors que la signalisation me l'interdit, je risque réponse A, un retrait de 2 points, réponse B, un retrait de 3 points, réponse C, une amende de 68 € ou réponse D, une amende de 135 €. Alors, est-ce que c'est vrai qu'au mois de juillet ou de juin, la limitation de vitesse sera à 80 km/h à la place de 90? Oui, au mois de juillet. Dès le 1er juillet 2018, La fameuse réforme des 80 km/h. Voilà, on va tous être limités à 80 km/h sur des routes sans terre-plein central, les routes hors agglomération, en double sens. Alors, la difficulté des séries de code le jour de l'examen est-elle aléatoire ou c'est la même pour toutes les séries? Question d'Amina. Ah, il y a quand même des séries qui sont un peu plus compliquées que d'autres, hein. Enfin, moi, c'est vraiment le retour que j'ai de mes élèves. J'ai un élève là qui a passé 2 fois son code. La première série, il ne l'a pas eu du coup parce qu'elle était très très dure, alors que la deuxième, il l'a trouvée super facile et il l'a eu directement. Donc malheureusement, c'est assez aléatoire, hein, pour ce qui est des séries de code le jour de l'examen. Alors, vous êtes très nombreux à nous répondre B et D. Je vais voir sur Facebook. Et Norbert nous dit aussi B et D, tout comme Maria. Alors, y a-t-il la possibilité de passer mon code chez La Poste? Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, il faut bien vous inscrire sur le site de La Poste. C'est pareil, on a une vidéo dédiée à ça, à l'inscription au code sur La Poste, donc n'hésitez pas à la consulter sur notre site internet. Voilà, Donc BD? Ouais. Oui, effectivement, c'est la B et la D, hein. Ici, lorsque vous dépassez et que vous n'avez pas le droit de le faire, que la signalisation vous l'interdit, vous risquez un retrait de 3 points et vous risquez une amende de 135 €, donc je répète, une amende de 4e classe.
D'ailleurs, on a un petit récapitulatif des autres amendes possibles. C'est important de le retenir, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas toutes les retenir, mais celles-ci sont vraiment les plus importantes. Donc on a le dépassement dangereux, là c'est une amende de 135 €. On a le franchissement d'une ligne continue. Attention, lorsque vous voulez dépasser un véhicule, pas un cycliste, hein, on a le droit de chevaucher une ligne continue en dépassant un cycliste. Le franchissement, donc 135 €. Refus de priorité, 135 € aussi. Attention au refus de priorité. Hein. Le non-respect des distances de sécurité, c'est pareil, 135 €. Et une circulation en sens interdit, c'est également 135 €. Là, vous avez voilà, le récap des infractions qui vont vous coûter 135 €, donc une amende de 4e classe. N'hésitez pas à en noter quelques-unes, c'est bien de les avoir un petit peu en tête. Exactement, on arrive à la fin de cette série. On espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. N'hésitez pas à regarder ce live en replay et à bien noter vraiment toutes les notions hyper importantes. Comme vous venez de le voir juste là, on vous les affiche en général sur les bandeaux donc situés à votre droite, Voilà, à vous. N'hésitez pas à le relire, à prendre des petites notes. N'hésitez pas non plus à télécharger notre application disponible sur les stores, ainsi qu'à vous rendre sur notre site donc, du Code de la route de DigiSchool. Un grand merci à toi Alexandra pour toutes tes explications. On espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. On n'a pas pu toutes les prendre parce que vous étiez très nombreux sur ce live. Un grand merci à toute l'équipe technique, dont notamment Tony. Sachez que c'est Nina qui vous a répondu sur Facebook et Laetitia sur YouTube. On espère que vous allez passer une bonne soirée, peut-être de révision du code. Bon courage à ceux qui le passent bientôt. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau live sur DigiSchool. À très bientôt.